Je suis donc avec Vincent Honoré, directeur des expositions. Bonjour Vincent. Bonjour Yann. J'aimerais rapidement que tu nous racontes un peu ton parcours pour devenir le directeur de ces deux lieux d'exposition, et puis que tu nous expliques en quoi ton regard sur l'art contemporain est particulier et singulier. Ben moi j'ai la particularité d'avoir travaillé pendant 15 ans à Londres en fait. Donc je suis venu avant le MoCo directement de Londres où j'étais senior curateur à la Hayward Gallery, qui est l'équivalent du Palais Tokyo à Londres. Avant cela, j'ai géré pendant 10 ans une fondation privée, DRAF, et avant cela, j'étais à la Tate Moderne. J'ai commencé au Palais Tokyo il y a de ça quelques décennies avec Nicolas Bourriaud, et j'ai ouvert le Palais Tokyo avec Nicolas Bourriaud. Je pense quel est mon rapport à l'art? Il est d'abord très divers, puisque je m'intéresse autant à la performance qu'à la sculpture, peinture, installation, vidéo, comme on peut le voir dans cette exposition. J'ai aussi des préoccupations qui viennent beaucoup peut-être d'un terrain plutôt britannique, qui sont celles des questions de représentation et d'inclusivité, donc les questions féministes, queer et décoloniales en particulier. D'accord. Cette exposition, on peut peut-être en parler un petit peu. Donc c'est l'exposition Possédée, qui est, donc, je l'ai déjà dit, mais au MoCo Panacée, et c'est un lieu de production d'œuvres. Alors on a deux lieux d'exposition effectivement, l'un d'entre eux c'est le MoCo Panacée où on est, qui est considéré comme un centre d'art dont la mission est de produire des expositions, de produire des œuvres d'art, en particulier avec des artistes plus émergents. Donc ici on a une génération d'artistes à peu près nés dans les années 80, voire les années 90. On a d'ailleurs la joie d'avoir produit 3 anciens élèves de l'école des Beaux-Arts dans cette exposition. On a l'autre lieu, l'Hôtel des Collections, qui est davantage institutionnel. On fait des expositions à partir de collections publiques et privées existantes. En ce moment, on montre la collection Cranford, qui est une collection anglaise, avec l'angle des années 2000. Vincent, est-ce que tu peux définir un tout petit peu l'essence du projet et en quoi tu estimes que c'est un projet qui a du sens à Montpellier particulièrement? Mais en fait, l'essence du projet, c'était encore une fois de créer un dispositif, un écosystème. Et il ne s'agissait surtout pas de greffer quelque chose qui existe ailleurs et probablement très bien ailleurs et le mettre sur un territoire qui ne lui appartient pas, mais au contraire, de grandir de ce territoire. Ce territoire, c'était l'école des Beaux-Arts qui préexistait, c'était la Panacée, puis évidemment toutes les galeries, qu'elles soient privées, associatives ou publiques, qui sont à Montpellier, je pense, disons de l'Iconoscope au pavillon populaire, en passant par l'espace Saint-Ravi dédié à la création émergente, etc. Mais aussi le territoire avec Arles, avec Avignon, plus loin Marseille, pas très loin Nîmes, on a quand même ici un dispositif artistique assez fort. Nous et Nicolas, le projet Nicolas, a été de créer quelque chose qui soit propre à Montpellier dans le sens où on va le constater, et on le constate depuis quelques années, il y a l'idée d'un décentrage, c'est-à-dire en fait que tout ce qui se passe dans les grandes villes et les grandes capitales européennes et mondiales, ce ne sont plus des espaces de validité et de validation artistique, c'est en train de se déplacer, il y a aussi la volonté pour des artistes d'avoir plus de moyens, c'est-à-dire en fait déjà d'avoir de l'espace pour créer, d'avoir aussi une formation plus individuelle, c'est ce qu'on fait au MoCo ESBA, et de pouvoir en fait être à la rencontre et échanger plus librement. Ça c'est vraiment, je pense que on est dans une situation très particulière avec le Covid et toutes les restrictions qui sont les nôtres, qui va s'accélérer. On va s'apercevoir qu'il n'y a plus une scène qui serait celle d'une scène centralisée, mais il y a plusieurs scènes qui sont des scènes décentrées. Ça a été le cas par exemple en Angleterre et particulièrement à Londres, où beaucoup d'artistes sont partis de Londres pour aller s'établir dans d'autres villes. Et là, je le constate avec beaucoup d'artistes français qui sont en train de quitter Paris pour aller s'installer ailleurs. D'ailleurs, on n'est pas très loin de Sète, on a aussi un très beau et très vif groupe d'artistes qui y travaillent et qui sont très très actifs. On a aussi des commissaires et c'est l'idée peut-être effectivement que nous on facilite cette émergence, qu'on en fasse partie et qu'on le dynamise. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle au sein de l'institution du MoCo? Bien sûr, donc moi je suis directeur des expositions, ça veut dire en fait que je m'occupe de tous les contenus, expositions, publications, contenus pédagogiques, conférences, rencontres avec les artistes et le programme live performance avec les équipes curatoriales et Nicolas Bourriaud. Donc en fait on est en recherche permanente de contenus soit d'expositions de groupe, soit d'artistes. On conçoit les programmes, on les produit avec les artistes, avec les équipes techniques, on produit aussi tous les contenus avec le service des publics de façon à rendre les expositions et nos activités accessibles au plus grand nombre.
Je voudrais qu'on parle un peu du rapport que tu entretiens avec les étudiants et l'école en général. On va prendre le temps de quelques minutes pour être assez large et précis sur tous les dispositifs qu'on a imaginés ensemble pour répondre à cette question. En fait, je pense que la particularité de l'institution dans laquelle on est, c'est qu'elle est un écosystème et surtout, en fait, elle tient à conserver un rapport plutôt horizontal et poreux entre les différents services, les différents bâtiments, les différentes personnes aussi, en termes de compétences, en termes de ressources. On est tous et toutes des ressources dans cette institution, y compris les étudiants et les étudiantes. Et l'idée, c'est qu'on puisse quelque part s'entraider, s'enrichir mutuellement. En fait. Je pense que c'est vraiment ce qui est au cœur du projet. Et nous, dans le service curatorial, donc des commissaires qui sont en charge encore une fois des expositions, des catalogues, des publications, des conférences et du programme live. L'idée, c'est que d'une part, on les rencontre et on les suit autant qu'on peut, c'est-à-dire de la première à la 5e année, voire après. Je mentionnais qu'on a produit des œuvres d'anciens étudiants, étudiantes aussi. On continue à les suivre après. Et on échange. Donc cet échange, en fait, il vient d'une part des contenus que nous, on va mettre en place ici, c'est-à-dire que tous les artistes qui viennent produire, qui viennent installer à Montpellier, rencontrent les étudiants et les étudiantes avec des sessions particulières, vont faire aussi une présentation de leur travail qui va permettre aux étudiants et les étudiantes d'être plus familiers avec le travail des artistes. La même chose avec les commissaires et les critiques qu'on va inviter dans le cadre des programmes qui sont les nôtres. Ensuite, on va aussi faire des rencontres individuelles, autant qu'on peut, avec chacun des étudiants et des étudiantes, selon les années. On va faire des visites particulières des expositions qui vont être suivies de débats, de discussions avec les commissaires. L'idée, c'est aussi de leur montrer ce que c'est qu'une institution de cette taille, qui est très complexe, puisqu'on a différents départements. Je parlais du commissariat, mais on a aussi la communication, on a aussi les résidences, on a le service des publics, le service technique, l'administration, etc., etc. L'idée aussi, c'est pas uniquement de les enrichir d'une manière intellectuelle sur les formes de maintenant, sur les discours formels et artistiques du moment, mais aussi sur techniquement comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que mon boulot, comment moi je vais travailler sur une production avec un artiste ou une artiste, comment on va travailler sur des budgets, comment on va travailler sur l'installation d'une œuvre qui est toujours très complexe. Une œuvre d'art, c'est un objet assez compliqué à appréhender, et comment on va le communiquer au public et comment on peut le communiquer à d'autres institutions. Il me semble qu'en traversant tout ce travail de programmation que vous menez avec l'équipe curatoriale, les étudiants finissent par devenir des spécialistes des questions que vous essayez de soulever lors d'une exposition, que ce soit à l'Hôtel des Collections ou que ce soit au Moko Panacée. Alors on a la chance d'avoir une équipe de commissaires avec des sensibilités différentes, ce qui veut dire qu'en fait, je crois que les étudiantes et les étudiants ne sont pas le coup d'une seule sensibilité. Certains de mes collègues sont spécialisés dans le live, par exemple, ou sont davantage réceptifs à des questions d'ordre d'éco-responsabilité, ou viennent de différents horizons, ce qui permet en fait un large spectre de sensibilité pour enrichir les étudiantes et les étudiants. Les questions qui sont soulevées la plupart du temps dans les projets d'exposition sont des questions très actuelles. Alors qu'on sait que dans les écoles d'art, c'est pas forcément évident d'être au fait de l'actualité directe de l'art. C'est vrai que c'est une espèce de raccourci assez efficace que permet le MOCO. Je pense par exemple à effectivement les questions liées à l'écologie qui ont été très débattues dans les expositions produites ici. Oui, en fait, on a la chance de pouvoir jouer sur deux tableaux, donc un rapport plus immédiat à l'actualité avec le Moko Panacée, qui est le centre d'art, et un rapport davantage historique ou historicisé avec le Moko Hôtel des Collections, où on va montrer des œuvres qui sont déjà, pour beaucoup, des œuvres importantes et collectionnées en institution. Par exemple, en ce moment, on montre 4 toiles de Sigmar Polke, on montre des œuvres de Christopher Wool, une sculpture de Louise Bourgeois, qui sont toutes des œuvres qui sont de niveau totalement muséal. Ici, on est davantage dans l'émergence. Ça nous permet en fait d'embrasser des questions tout à fait diverses sur l'histoire de l'art, sur la circulation de la pensée, sur la formation des formes, sur l'appréhension de l'art.
Et ça nous permet vraiment d'avoir un spectre assez large. Et puis au-delà de ça, on a aussi les hors-les-murs, les résidences, qui nous permettent de travailler avec des artistes qui sont très émergents, parfois qui viennent juste d'obtenir leur diplôme. Et c'est vraiment un outil en fait multifonction. C'est un couteau suisse, hein, cette institution. Donc nous avons mené cette année une expérience éditoriale pour les nouveaux diplômés de cette année 2020. Et on a tous désiré que l'équipe curatoriale écrive des premiers textes théoriques avec les étudiants. Tu fais partie des gens qui ont écrit. Que penses-tu de ce projet? Ou en tout cas, comment ton équipe, puisque c'est toi qui aussi a dû en discuter avec eux, s'est engagé dans cette histoire? Je pense que ça vient d'une analyse assez simple quand on est jeune artiste, quand on commence, de quoi on a besoin. Et on a besoin d'un contexte. Et le contexte, en fait, c'est pas uniquement la monstration, c'est aussi un discours artistique, un discours un peu théorique autour de l'œuvre qui va permettre à d'autres de s'en emparer, de la comprendre, de l'utiliser pour des expositions. Ce qu'on nous, on veut faire, c'est surtout, finalement, placer ces artistes. C'est qu'ils sortent de l'école, c'est ça notre intérêt, et qu'ils aillent montrer. Et pour ça, on met en place tout un certain nombre de dispositifs pour qu'ils aient un maximum d'outils et qu'ils sortent armés pour pouvoir montrer leur travail et continuer à produire. Merci Vincent. De rien.